Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Vous êtes ministre délégué chargé de la consommation, bien sûr, et de l'économie sociale et solidaire. On va parler évidemment des soldes. Si je m'attendais d'ailleurs peut-être à parler des soldes avec vous. Pareil. On m'aurait dit cela il y a un an, lorsque vous étiez le porte-parole du Parti Socialiste et avant le porte-parole de l'aile gauche du Parti Socialiste. J'aurais peut-être pas cru. Non, mais là, on va parler consommation. On va moins parler soldes que consommation. C'est-à-dire que peuvent acheter les Français avec le pouvoir d'achat qui est le leur. Et en réalité, on va y revenir. Mais donc... juste peut-être que je fais cette remarque parce que on a le sentiment que vous avez changé depuis que vous êtes au gouvernement, où vous apparaissez peut-être comme plus silencieux, plus studieux, plus discret. Vous vous êtes rangé des voitures ? Non, mais je parlais beaucoup quand j'étais porte-parole. C'était même mon travail que de parler beaucoup. Il est logique que maintenant que je suis un ministre d'un gouvernement dans lequel il y a nous sommes plus d'une trentaine de ministres, on m'entende un petit peu moins. J'ai au moins divisé mon temps de parole par 30. Donc c'est pour ça que c'est l'effet de contraste qui vous étonne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on change en termes de convictions. Moi, j'ai des convictions qui sont intactes. Je les fais entendre dans le gouvernement. Le cas échéant, je m'exprime dans le débat public, mais je considère qu'on est attendu d'abord par les Français pour être sérieux sur ce qui est le mandat qui est le mien, en l'occurrence. Moi, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire. 10% du PIB de la France, hein, pour ceux qui considèrent que c'est un reliquat d'économie, c'est 10% du PIB de la France, 2,4 millions de salariés. Et je prépare une loi pour la protection des consommateurs 2013. Et il y a une loi consommation, ça aussi c'est mon autre mandat, la protection des consommateurs, l'ordre public économique en quelque sorte. De quelle manière aujourd'hui on évite qu'il y ait une forme d'économie dans laquelle les plus fortunés s'assurent, parce qu'ils ont les moyens, d'acheter des choses de qualité, qui ont une durée de vie longue, de pouvoir être protégés, et que tous les autres verraient, en raison d'un portefeuille ou d'un porte-monnaie qui diminue, se verraient obligés d'acheter des produits de moins bonne qualité, venant de très très loin, en étant moins bien protégés, parce que c'est difficile de se retourner contre un producteur. Vous y retrouvez très dans éloigné. Cette mission, dans le fond, parce que c'est vrai que je continue à le dire, on entend pas mal Montebourg sur le Made in France et puis sur le reste, on entend Mélenchon, Montebourg à l'intérieur, Mélenchon à l'extérieur du gouvernement. Du coup, votre voix, elle est peut-être moins audible. Peut-être, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que la loi que je vais faire sur la consommation, elle va faire quoi? Elle va créer en France, qui n'a jamais été créée, l'action de groupe, qui va permettre aux consommateurs, les classes actions en anglais, mais l'action de groupe en français, aux consommateurs de se regrouper face à une grande entreprise qui les aura lésés d'une manière ou d'une autre. On se fera moins plumer grâce à l'action de groupe. Je vais créer le registre national du crédit, c'est-à-dire que la responsabilité du prêteur, de l'établissement de crédit ou de la banque, au moment où elle vous prête de l'argent, de façon à ce que, quand vous êtes confronté à une situation de surendettement, l'établissement de crédit n'aille pas auprès de la Banque de France dire écoutez, un tel ou une telle m'a menti, et que vous puissiez, là enfin, responsabiliser celui qui vous prête de l'argent. Donc on va prendre des mesures de protection extrêmement concrètes du consommateur, du citoyen. Alors on peut considérer que c'est banal, mais la réalité du surendettement, c'est pas banal. Ce sont des drames tous les jours. On peut considérer que l'action de groupe, c'est pas important, mais donner les moyens aux consommateurs, donc aux citoyens, de s'organiser collectivement pour faire face à des logiques de pratiques anticoncurrentielles ou des abus manifestes de la part de grands groupes, ça c'est très concret. Moi je suis très heureux de faire ce que personne n'a réussi à faire dans ce domaine-là depuis 20 ans, alors qu'on en parle en France. Et c'est le sens de votre positionnement politique, vous y retrouvez, vous êtes pas perdu en route, quoi. Écoutez, dans le contenu de mon action de ministre, je m'y retrouve. Par ailleurs, quand je vais créer le droit préférentiel de rachat par les salariés, j'ai compris que vous allez me citer tout ce que vous avez fait, vous allez faire. Mais c'est du concret. Ça fait longtemps qu'on se pose la question, quand des entreprises ferment, comment on fait pour faciliter la possibilité pour les salariés de la racheter? Nous, on va le faire. Et on va le faire concrètement. Donc ça m'intéresse de faire des choses pour lesquelles je me suis battu avant. Alors au-delà, il y a des sujets qui sont des sujets budgétaires, macroéconomiques, des sujets de fiscalité sur lesquels on a des échanges, des débats à l'intérieur du gouvernement, des sujets sociaux. Et ça reste à l'intérieur du gouvernement, mais c'est pas le cas pour tous. Il y a parfois des expressions. Quand s'est ouvert le débat sur nationalisation ou pas, je me suis exprimé. Et au diapason de ce qu'était la position d'Arnaud Montebourg, une fois que le débat a été tranché, nous nous sommes rangés à ce qu'était la décision du Premier ministre. Mais quand moi j'ai une conviction profonde à exprimer en faveur du droit de vote des étrangers, sur des questions de liberté publique, je l'exprime, et je l'exprime. Moi, je suis attaché au droit de vote des étrangers, aux élections locales, pour ce quinquennat. Vous êtes un peu en panne, hein, vous êtes un peu malheureux, alors, parce qu'apparemment, c'est un projet qui n'est pas à l'agenda. Mais il n'est pas à l'agenda. D'abord, le président de la République a été clair. Il faut faire en sorte que demain, nous disposions de la majorité au Sénat plus à l'Assemblée nationale. Autant dire une remise au calendrier grec. Mais d'accord, mais ça veut dire qu'on ne se bat pas. Moi, j'ai rarement vu en politique que quand on vous disait écoutez, devant vous, il y a une montagne, un obstacle, il faut contourner, sinon vous n'y arriverez pas. Non, on va prendre le problème à bras-le-corps. Moi, je suis exactement sur la même ligne que François Lamy, hier, qui a fait ses vœux ministre de la Ville, et qui a dit quoi?
que vis-à-vis du droit de vote des étrangers aux élections locales, il fallait mener la bataille politique. Et ben moi, je vais être un des fantassins et un des soldats de cette bataille-là, concrètement. Il y a quand même un sentiment, une sorte de désenchantement, on l'entend partout, d'une partie de la gauche sur ce gouvernement, sur la ligne social-démocrate. Vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de malaise là-dessus, vous vous sentez complètement représenté au point où, par exemple, vous avez approuvé les vœux de Pascal Cherki le 2 janvier sur Twitter. Il a dit « Bonne année à toutes et à tous, sauf aux exilés fiscaux et aux MEDEF qui ne méritent que notre mépris républicain. » Je n'ai pas approuvé la formule, je dis juste que dans des situations où tous les élus de gauche, comme de droite parfois, rencontrent des situations désespérées sur le terrain, s'entendre dire de la part d'un certain nombre de grandes fortunes de ce pays, qui restituent une image très négative de notre pays au passage, dans la presse internationale, dans la presse française, mais les entendre parfois, ce que j'ai dit, se plaindre, gémir tous les jours, ça crée des réactions épidermiques. Et je pense que dans une période qui est une période difficile, de crise, où on demande à tout le monde un effort, il est légitime que ceux qui peuvent le plus ne soient pas exonérés de cet effort. Regardez, Michel Sapin, il a demandé aujourd'hui aux députés socialistes le respect pour tous les partenaires sociaux, parce qu'apparemment, le MEDEF se fait maltraiter, clairement, un peu insulté. Et d'une certaine façon, ce tweet, et puis les gens qui l'ont... Vous avez un tweet... Apparemment, c'est le ministre du Travail qui s'inquiète. D'un côté, je vous rappelle que l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, se réjouissait d'avoir éteint la voix des syndicats dans des meetings, à des tribunes politiques. C'est fini le temps où on allait empêcher les syndicats de s'exprimer, de peser. Le choix de ce gouvernement, et il est courageux, il est de dire la négociation sociale doit permettre de réformer notre modèle d'organisation du travail. Et moi, je le souhaite que ce soit dans le sens d'une meilleure protection des salariés. Comment, par exemple? En faisant en sorte qu'on limite l'usage des contrats précaires. Est-ce que vous trouvez normal que 8 embauches sur 10 ce soit en CDD? Il faut les taxer, donc. Il faut créer un mécanisme. Alors, laissons la négociation travailler. On verra si elle réussit ou si elle échoue. Mais d'une manière ou d'une autre, un mécanisme qui désincite le fait de faire de l'emploi précaire et qui incite à faire des CDI, c'est tout. Et c'est ce à quoi nous voulons travailler. C'est en tout cas ce qui est sur la table des partenaires sociaux. Mais en même temps, je vous parle franchement, moi je laisse le temps de la négociation se faire, mais je ne m'empêche pas d'avoir des convictions et quelques solides convictions sur la nécessité aujourd'hui de faire en sorte qu'on sécurise les salariés dans l'emploi. Plus vous savez, plus ils sont sécurisés, je pense qu'ils ont un CDI, plus ils sont productifs. Et ça aussi c'est démontré. Jean-Luc Mélenchon a dit aujourd'hui, c'est un salarié plus productif. Il a dit aujourd'hui qu'un accord serait une catastrophe s'il était trouvé sur la base du document initial qui est celui du MEDEF, un accord historique, la capitulation du mouvement ouvrier, c'est une capitulation sans précédent pour l'histoire de la gauche. Moi, je ne souhaite pas l'échec de la négociation. Et en l'occurrence, si effectivement c'était sur la base du document initial, c'est-à-dire le document initial, personne ne le signera. Donc que Jean-Luc Mélenchon soit rassuré, ce n'est pas ce document initial qui a été produit initialement par les organisations patronales qui sera le résultat final, le document final. Donc il y aura évidemment sur la question des contrats précaires, sur la question des complémentaires santé, mais c'est pas à moi d'y revenir, mais il y aura une multitude d'apports. Après, moi je vais voir aussi, comme tout le monde, et pareil pour le Premier ministre et le ministre du Travail, est-ce que on a quel type d'accord il y a, on regardera, et puis surtout, est-ce qu'il y a accord ou pas. En attendant, moi, je vais laisser... Vous êtes pour l'accord, à tout prix? Moi, je suis pour l'accord le plus protecteur des salariés. Pas à tout prix. Non, pas à tout prix. Moi, je suis pas pour qu'on ait un accord qui soit un accord qui ne soit pas dans l'intérêt des salariés. La question, c'est les salariés, aujourd'hui, dans l'organisation qui est celle du travail et du marché du travail, sont-ils assez bien protégés? Moi, je considère que non. C'est pour ça qu'il faut, en raison du fait qu'on leur demande de se former, de changer de métier, qu'ils puissent porter des droits le plus longtemps possible. C'est l'idée de la sécurité sociale professionnelle. C'est une belle idée, c'est un beau progrès. Plutôt que d'annoncer par avance qu'une négociation va échouer, moi je fais confiance en tout cas à ceux qui sont autour de la table, la CFDT, la CGT, Force ouvrière, la CFTC, la CGC, pour discuter avec les organisations patronales. En même temps, je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord. Le MEDEF et la CGPME entre eux aussi. Absolument, mais les syndicats non plus, les syndicats de salariés non plus. Hein. Non, mais on parle beaucoup des divisions du point de vue salarié. J'observe que, il y en a aussi parfois... Alors les soldes. Les soldes, ils s'ouvrent sur des fonds des primes de crise, budget restreint. Vous êtes optimiste ou vous avez le sentiment que ça va refléter la crise, justement? Incontestablement, constater par exemple qu'en termes d'habillement, les Français dépensent de plus en plus pendant les périodes de solde et de moins en moins dans les périodes hors solde. Ça montre que clairement leur pouvoir d'achat et le budget qu'ils consacrent à s'habiller est un budget
qui est plus tendu qu'auparavant. Donc, c'est pas besoin d'avoir les périodes de solde pour savoir qu'aujourd'hui, le porte-monnaie des Français, il n'est pas tellement orienté à la hausse, sauf pour ceux certains, pas tous heureusement, qui vont chercher meilleure fortune fiscale ailleurs, parce qu'ils en ont les moyens. Mais bon, pour cela, pour l'immense majorité des Français, c'est plus tendu. D'où l'importance de notre action sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire l'encadrement des dépenses de loyer, l'encadrement des dépenses de santé, toutes ces dépenses qui sont des dépenses avec lesquelles on ne peut pas composer, parce que c'est difficile de composer avec cela. Mais il y a incontestablement, on regardera les résultats, comme on mesurera ce qu'ont été les dépenses des Français pour Noël, et ça on le saura fin janvier. Nous allons regarder extrêmement attentivement ce que sont les premiers retours des commerçants sur cette période de solde. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, le grand défi qui est posé à ceux qui commercent et font des soldes, c'est la concurrence du commerce en ligne avec le commerce physique, qui là amène à devoir repenser un certain nombre de règles du jeu. Vous êtes pour des soldes flottants ou pas? Bon, en clair, on les maintient ou pas? C'est une possibilité pour les commerçants de faire du déstockage ou de la revente à perte en dehors des deux périodes classiques et réglementées de solde et à leur guise. Et il y a des avis qui sont des avis assez contradictoires des fédérations professionnelles. Votre conviction, vous êtes ministre de la Consommation. C'est que quand il y a une semaine de solde, c'est plutôt bon pour les consommateurs parce qu'ils achètent moins cher qu'en période de non-solde. Il vaut mieux les conserver. C'est donc qu'il faut regarder de quelle manière aujourd'hui ça fonctionne et il faut le faire avec les commerçants. Mais je dis que pour moi, le principal problème n'est pas de savoir si on maintient ou pas les soldes flottants, et c'est une discussion qu'on a avec Sylvia Pinel, qui est ministre du Commerce et de l'Artisanat, c'est de savoir comment on gère l'explosion du commerce en ligne. Pour 2012, c'est 45 milliards d'euros. Et les achats de Noël, c'était 9 milliards d'euros. Donc c'est plutôt ça le problème. Ça explose. Et la question, c'est dès lors que vous achetez sur Internet, êtes-vous protégé de la même manière que quand vous achetez dans un grand magasin, ou dans un bazar, ou dans un magasin spécialisé? Pas forcément. Et il faut donc qu'on adapte aujourd'hui les protections des consommateurs à l'explosion de ce commerce en ligne. C'est la raison pour laquelle, dans la loi que je prépare, on va porter le délai de rétractation de 7 jours à 14 jours. Le délai pour être remboursé sera au maximum de 30 jours quand on renvoie un produit qu'on ne veut pas. Mais au-delà de ça, il faut qu'on lutte efficacement contre tous ces sites bidons qui vous vendent en théorie quelque chose que vous voulez acheter et que vous ne recevez jamais. Et le jour où vous voulez vous retourner contre celui qui vous a vendu ça, l'entreprise n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle était localisée. Donc des mesures à attendre là-dessus. C'est vrai que vous n'avez pas voulu sacrifier à la tradition d'aller aux Galeries Lafayette parce que c'est un magasin de touristes, parce que c'est pas les Français moyens qui y vont. C'est ça? Qu'est-ce que ça change de voir? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, je sais pas. C'est parce que ça fait pas assez pop, ça fait pas assez trop chic. Non, c'est pas ça. Mais rien à voir avec trop chic ou pas. Je pense que le rôle d'un ministre, c'est pas d'être dans une enseigne plutôt qu'une autre, à vous couper un ruban. Et je veux dire, c'est pas ça mon job. Mon travail, il est aujourd'hui de protéger les consommateurs. Par ailleurs, il est de réfléchir aussi au mode de consommation. Et vous allez les faire les soldes? Parce qu'il paraît que les hommes le font plus que les femmes. C'est ce que j'ai vu comme chiffre. Ils consacrent plus d'argent aux soldes que les femmes, 249 € contre 223. Et ils achètent des pièces d'habillement, costumes et de vestes plus coûteuses. Peut-être, je sais pas. Si je dois renouveler mon stock de costumes, j'en profiterai peut-être. Ouais. Juste un mot politique plus sérieux. Jérôme Cahuzac, mis en cause. Est-ce qu'il n'y aura pas de risque de conflit d'intérêts puisqu'il y a une enquête préliminaire ouverte, que peut-être les services fiscaux vont être amenés à être interrogés, et s'il reste ministre du budget? Non. Moi, je pense que, outre que c'est un bon ministre, moi, je le crois. Quand il dit qu'il n'a jamais eu de compte en Suisse, je le crois. Et je pense qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il fait la part des choses. Et dans le travail, on travaille au même étage avec Jérôme Cahuzac. On se voit tous les jours. Franchement, je suis très fier de travailler avec un ministre comme lui. Vous êtes d'accord avec lui surtout? Ah non, on a des désaccords. Et ça, je peux vous assurer que ça débat entre nous, que ça discute. Mais au-delà de ces désaccords, j'ai une grande confiance personnelle en lui. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Merci.